émotion et condamnation après la découverte d'une plaque commémorative brisée à Bagneux, près de Paris, celle en souvenir d'Ilan Halimi, jeune juif enlevé et assassiné par le gang des barbares. C'était en 2006. Les Juifs d'Éthiopie manifestent leur colère en Israël. Ils s'estiment victimes de racisme de la part de la police. Benjamin Netanyahou recevra une délégation de cette communauté demain. Au Népal, les autorités craignent un bilan définitif bien plus lourd que les 7000 victimes déjà dénombrées. D'autres miraculés ont cependant été découverts dans les décombres de maisons détruites par la secousse aujourd'hui. Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir. Le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une information judiciaire pour dégradation volontaire. Et ce, après la découverte de la plaque en hommage à Ilan Halimi, vandalisée aujourd'hui à Bagneux, cette commune de région parisienne où avait été séquestré ce jeune juif par le gang des barbares en 2006. Un geste qui suscite évidemment beaucoup de réactions dans un climat où l'antisémitisme reste très présent en France. Joseph Emmanuel. Cette plaque à la mémoire d'Ilan Halimi a été retrouvée brisée ce samedi. Nous sommes à Bagneux et son inauguration avait lieu en 2011, soit 5 années après le calvaire du jeune juif français. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour dégradation volontaire. De son côté, le maire de Bagneux reste prudent. Donc, voilà, je ne peux pas m'empêcher de penser que les auteurs savaient très bien ce qu'ils faisaient, quoi. Voilà, donc c'est ça qui me fait dire que oui, il y a évidemment un soupçon d'antisémitisme. Dans la cité de la Pierre Plate à Bagneux, pas de plaque commémorative sur la façade de l'immeuble du calvaire d'Ilan. Juste quelques arbustes plantés plus loin dans la ville et cette plaque à l'abri des regards. À l'époque, certains considéraient déjà que c'était par peur que la mairie décidait d'isoler la stèle. Non, je ne crois pas que c'est par peur. Je pense que plutôt c'est par un souci de respect, quoi. Ça nous semblait mieux et plus respectueux pour Ilan. Samedi, c'est par un courrier électronique qu'une habitante prévient la mairie. La plaque est alors aussitôt retirée et une plainte est déposée au commissariat de Bagneux. La plaque était inaugurée au pied d'un jeune chêne dans le parc Richelieu en centre-ville. Une commémoration en 2011 sous la présidence Sarkozy. Et c'est via Twitter que l'ancien président exprime sa consternation. Consternation. La barbarie dont il a été victime n'a pas suffi. Intransigeance face à de tels actes, pensée pour ses proches. Contacté plus tôt, le président du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme n'a pas de doute quant à la nature de l'agression. Je reste convaincu qu'il s'agit d'un acte volontaire et manifestement antisémite. Nous comprenons aujourd'hui combien la famille avait raison de faire inhumer Ilan Halimi à Jérusalem pour épargner sa sépulture de toute dégradation, de toute offense à la famille, de toute injure à la communauté juive. En janvier 2006, Ilan Halimi était retrouvé nu, bâillonné et menotté près d'une voie de chemin de fer dans l'Essonne. Il décédera à l'hôpital après avoir été séquestré par une vingtaine de jeunes du quartier durant 24 jours. Alors, réaction en direct à présent, celle d'Alexandre Arcadi, réalisateur du film 24 jours consacré justement au calvaire enduré par Ilan Halimi. Bonsoir Alexandre Arcadi. Oui, bonsoir. Comment réagissez-vous à ce qui ressemble donc fort à un vandalisme ciblé donc sur cette stèle commémorant le souvenir d'Ilan Halimi? Écoutez, c'est absolument incroyable. Vous savez, je vous parle de Rome, là, où dans 2 jours, il y a une commémoration très importante en Italie, une journée qui s'intitule « Je suis Ilan », en collaboration avec la RAI, et une projection au Vatican du film 24 jours. C'est vous dire combien dans le monde entier ce crime atroce antisémite a suscité des émois. Le film est projeté partout aux États-Unis, a été projeté un peu partout, et il est salvateur dans le sens où c'est un cri d'alarme, un cri contre ce crime abject, et qui répondait d'une manière très importante à ce que la mère d'Ilan avait écrit. Je veux que la mort d'Ilan serve à donner l'alerte. Malheureusement, nous sommes
sommes loin d'avoir pu ouvrir le grand débat national qui était nécessaire sur l'antisémitisme. Et cet acte, qui est un acte d'une violence grave, d'une violence déterminée, provoque chez moi évidemment une indignation sans nom, alors qu'il faut se souvenir qu'au moment de la sortie du film, à Bagneux même, à 300 mètres de la cité de la Pierre Plate, à l'initiative de la maire de Bagneux, on avait organisé une projection du film 24 jours dans une salle comble, toutes confessions confondues, toutes couleurs confondues. Ça a été une communion incroyable puisque les habitants de la cité sont venus voir ce film et ont pu remémorer ce moment terrifiant pour notre nation. Donc ça veut dire, Alexandre Arcadi, qu'on n'est pas là face à une banlieue qui ne voudrait pas se souvenir finalement de ce qui s'est passé à Bagneux et que ce n'était pas une erreur finalement de mettre une stèle à l'endroit où presque où cela s'est passé. Non seulement c'est pas une erreur, mais je veux dire c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses que de mettre une stèle, comme il y a des stèles qui ont été apposées à tous les endroits où il y a des actes antisémites. Rappelons-nous Goldenberg, etc. Mais là, je veux dire, cette dégradation montre dans quel climat nous sommes et comme il est urgent de réagir à tous les niveaux, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la cité, au niveau des associations. Et le Premier ministre agit dans ce sens-là avec beaucoup de force, beaucoup de détermination, mais malheureusement, la pente est descendante et ce qui est arrivé aujourd'hui est le résultat d'une profonde crise sociale et antisémite dans notre pays. Merci pour cette réaction en direct de Rome. Donc Alexandre Arcadi, je rappelle donc réalisateur du film 24 jours consacré justement à l'histoire et au drame vécu par Ilan Halimi. C'est demain que le conseil disciplinaire du Front National va se réunir pour examiner le cas de Jean-Marie Le Pen après ses propos réitérés concernant le point de détail. Mais sa fille, Marine Le Pen, présidente du mouvement, a sans doute lancé aujourd'hui le début de cette réunion avec une séparation sans doute annoncée. Elle ne souhaite plus que son père s'exprime au nom du FN. Léa Volbert. Une attitude qui plonge Marine Le Pen dans un abîme de perplexité, selon les propres mots de la présidente du Front National. Pendant le défilé du 1er mai, le cofondateur du FN s'est invité longuement sur l'estrade, laissant sa fille embarrassée devant son pupitre. 72 heures plus tard, Marine Le Pen sort de son silence. La question, c'est est-ce qu'il peut continuer à parler au nom du Front National? Et votre réponse est? Moi, ma réponse est non. Je pense qu'il ne doit plus pouvoir parler au nom du Front National. Car les propos qu'il tient sont précisément, comme j'ai eu l'occasion de le dire, totalement contraires à la ligne politique du Front National. Mais le cofondateur du Front National ne l'entend pas de cette oreille. Si son statut de président d'honneur ne lui confère que peu de pouvoir, il mise sur son capital popularité, toujours intact auprès de l'électorat d'extrême droite. Rien ne semble ébranler la ferveur de ses militants, pas même les nombreux dérapages de Jean-Marie Le Pen. Apologie du maréchal Pétain, négationnisme, propos racistes, Jean-Marie Le Pen persiste et signe. S'il veut conserver sa liberté de parole, c'est évidemment son libre choix, mais dans ces conditions, il ne faut pas que ses propos engagent le mouvement politique. Ce lundi, le bureau exécutif du Front National, la plus haute instance du parti, devra trancher. Une formation disciplinaire étudiera d'éventuelles sanctions à son encontre. J'ai le sentiment qu'il ne supporte pas que le Front National continue à exister alors qu'il n'en a plus la direction. Voilà, je le regrette. Et pour cause, la stratégie de dédiabolisation engagée par Marine Le Pen porte ses fruits. Selon un récent sondage, près d'un Français sur 3 souhaite voir son influence s'accroître dans la vie politique française. Alors, le Front National, justement, on est en ligne avec Olivier Faye, qui est journaliste politique au quotidien Le Monde, spécialiste justement du FN. Bonsoir. Est-ce que vous avez l'impression, en écoutant Marine Le Pen là aujourd'hui, qu'elle a franchi un cap dans, on va dire, l'excès, peut-être le ras-le-bol de ce que lui fait vivre son père et qu'on est là peut-être vraiment au moment de la rupture? Écoutez, là, sur le fond, elle n'a rien dit de très différent que ce qu'elle a raconté depuis plusieurs jours.
Par contre, elle a utilisé effectivement des termes très très forts contre son père. On sent que là vraiment, Jean-Marie Le Pen a vraiment dépassé les bornes à ses yeux. Par contre, sur le fond, elle avait répété depuis une semaine, 2 semaines, que ce qu'elle souhaitait, c'est que Jean-Marie Le Pen, sa parole ne puisse plus engager le Front National. Donc voilà, c'est une manière un peu vague de cadrer un peu le débat pour l'exécutif de demain. Mais en soi, il y a rien de très très nouveau, si ce n'est encore une fois des propos vraiment très, on sent vraiment qu'elle est excédée par l'attitude de son père. Qu'est-ce que ça laisse présager à votre avis comme type de sanction demain? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à une rupture complète entre Jean-Marie Le Pen et le Front National? Écoutez, une exclusion, ça semble vraiment très improbable. Marine Le Pen n'a jamais mis cette possibilité-là sur la table de manière explicite. Florent Philippot, lui, il dit qu'il n'exclut pas l'exclusion, donc ce qui est déjà un pas assez fort. Mais la majorité de la direction du parti n'est pas sur cette ligne-là. Donc on peut s'attendre éventuellement à ce qu'il soit déchu de sa présidence d'honneur, mais ce qui est assez compliqué, parce que ça suppose de passer par un congrès, donc ce serait assez long et fastidieux. Ou il y a une autre possibilité qui serait de faire signer un texte à Jean-Marie Le Pen dans lequel il s'engagerait à ce que quand il s'exprime, sa parole n'engage pas le Front National. Et donc c'est un peu compliqué à faire comprendre à l'opinion publique. Olivier Faye, est-ce qu'elle prend un risque, Marine Le Pen, justement en prenant autant de distance vis-à-vis de Jean-Marie Le Pen? Est-ce qu'il y a un risque électoral? Parce que on sait bien qu'il a encore quand même une certaine popularité à l'intérieur du mouvement. Il a une popularité à l'intérieur du Front National, ça c'est une évidence. En revanche, aux yeux de l'opinion, je pense que là, pour Marine Le Pen, c'est gagnant ce qu'elle fait. En fait, Jean-Marie Le Pen lui a offert une fenêtre de tir de manière pas forcément volontaire, et elle s'engouffre dedans. Et je pense que, en tout cas, à la direction du Front National, beaucoup disent que c'est une étape nécessaire, c'est une étape importante, le fait de se détacher de Jean-Marie Le Pen, pour pouvoir arriver au pouvoir en 2017. Et là, on sait qu'on voit les études d'opinion. Marine Le Pen, gagne clairement le match par rapport à son père. Donc, je ne pense pas qu'elle ressentira de cette séquence amoindrie. Merci beaucoup, Olivier Faye. Je rappelle donc que vous êtes journaliste au quotidien Le Monde et spécialiste du Front National. C'est demain donc qu'aura lieu cette réunion du Conseil de discipline du Front National à propos donc des derniers propos tenus par Jean-Marie Le Pen. Il s'agirait d'un contingent limité, mais il semble bien en tout cas que les premiers soldats saoudiens soient entrés officiellement sur le sol yéménite. Cela se passe à Aden, dans le sud. Pour l'instant, l'Arabie saoudite refuse de parler d'offensive terrestre, mais parle simplement d'un contingent venu épauler l'armée loyaliste contre les rebelles chiites. Maxime Pérez. Peut-être les prémices de l'offensive terrestre maintes fois annoncée au Yémen. Des éléments de la coalition arabe sunnite auraient débarqué ces dernières heures à Aden, dans le sud du pays. Des commandos saoudiens affirment certaines sources, venues tout droit de l'île voisine de Djibouti. Sur place, des témoignages rapportent plusieurs accrochages entre ces mêmes forces et les miliciens houthis, qui contrôlent une grande partie de la ville d'Aden. À Riyad, pourtant, les responsables militaires saoudiens calment le jeu. Aucune opération au sol n'a été déclenchée. Pour ces derniers, les partisans de l'ancien président Hadi sont suffisamment armés pour contenir les rebelles. Info intox, pendant ce temps, l'Arabie saoudite maintient ses frappes aériennes au Yémen. L'ONG Human Rights Watch accuse d'ailleurs le royaume wahhabite et ses alliés d'avoir utilisé des bombes à fragmentation américaines qui causent un grand nombre de victimes. Depuis la mi-mars, le conflit au Yémen aurait fait 1200 morts et plus de 5000 blessés, selon un bilan fourni par l'Organisation mondiale de la santé. De son côté, l'ONU continue d'alerter contre un possible désastre humanitaire. Alors, dans un Moyen-Orient toujours aussi tourmenté, on va essayer d'y voir plus clair avec vous, Raphaël Jérusalemi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien officier dans le renseignement militaire de l'armée israélienne. D'abord, donc, ce qui se passe au Yémen. Pour l'instant, on ne reconnaît que la présence que de quelques soldats. Est-ce qu'à votre avis, l'Arabie saoudite va se limiter à cela? Oui, et encore, c'est pas vraiment encore tout à fait confirmé. Mais c'est tout à fait possible. Je ne pense pas que l'Arabie saoudite se prépare une entrée en masse des forces terrestres, à moins qu'elle perde le contrôle de la situation, ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Elle compte plus sur les milices locales pour faire le travail, avec son appui un petit peu à la façon de la coalition américaine, hein, avec son appui aérien. Il se peut cependant qu'elle ait délégué, par exemple, quelques conseillers
qui dirige ces milices, qui leur précise quelles sont les priorités. À mon avis, c'est une chose qui peut se faire très bien à distance. Je ne vois pas la nécessité d'avoir des conseillers sur le terrain. Il peut y avoir aussi une possibilité d'une opération commando. Il y a plusieurs points stratégiques qui nécessitent là des forces spéciales, pas juste des milices yéménites, à commencer par l'aéroport, à commencer par les points d'émission de télévision, etc. Tout ce qui fait la force d'une ville et d'un pays. Il peut y avoir aussi, dans le scénario le pire, des éclaireurs, c'est-à-dire, effectivement, on prépare peut-être quand même une opération de grande envergure, ou alors on prépare une opération commando, mais pas avec une vingtaine ou trentaine d'hommes, beaucoup plus. Tout est possible, inclus une désinformation, une rumeur qu'on ferait courir, qui aurait un impact psychologique sur les Houthis, en leur disant attention, attention, on arrive. Ouais. Alors jusqu'à présent, on voit bien que les frappes aériennes, même si elles ont été intenses, n'ont pas permis de freiner véritablement l'avancée des Houthis. Est-ce qu'une opération terrestre pourrait permettre aux Saoudiens de reprendre le contrôle du sud au moins du pays? Aucune frappe aérienne, à moins de raser tout ce qu'il y a en dessous, n'assure un contrôle. On ne contrôle jamais un territoire comme étant le pied dessus. Il n'y a rien à faire, ça ne changera pas même avec la plus grande technologie. C'est la présence physique du gagnant ou du conquérant qui acquiert le territoire. Le bombarder d'en haut, ça peut décourager l'ennemi, ça peut détruire des infrastructures, mais on plante jamais le drapeau. Ouais. Alors il y a un autre point chaud dans le Moyen-Orient, évidemment, c'est toujours la situation à la frontière syrienne et avec le Liban, où on sait que les djihadistes se préparent à, semble-t-il, lancer une attaque. Et là, aujourd'hui, le Liban pourrait envisager pour la première fois d'unir ses forces, c'est-à-dire à la fois l'armée libanaise et le Hezbollah, pour repousser cet assaut. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, qui vous semble plausible? C'est plausible qu'ils y pensent. Ça ne marchera jamais. C'est voué à l'échec. Le Hezbollah, l'armée libanaise tombera sous le coup, sous la coupe du Hezbollah. Ce que craignent les Libanais, c'est effectivement un ennemi qu'ils considèrent pire encore que le Hezbollah. Ce sont Al-Qaïda, les rebelles syriens et Al-Nusra, dont ils prétendent, surtout avec l'appui iranien, qu'ils sont manipulés par Israël pour attaquer le Hezbollah et l'Iran. Donc c'est un calcul très sommaire qu'ils font. Ça me paraît aussi de la science-fiction. Alors, il y a toujours l'Iran, évidemment, qui est derrière, que ce soit au Yémen ou ce qui se passe au Liban et à Damas. Est-ce que les Iraniens, aujourd'hui, pourraient supporter, justement, à la fois un front au Yémen avec les Houthis, et puis une guerre du Hezbollah, une guerre ouverte qui se préparait à la frontière libano-syrienne? Est-ce que l'Iran a les moyens d'intervenir sur tous ces fronts? Peut supporter, et là aussi, sa petite guerre contre ISIS en Irak. Elle peut supporter tout ça dans la mesure où elle déploie des forces peu importantes. Par rapport au Yémen, c'est comme on a parlé des Saoudiens, c'est sûrement juste quelques conseillers qui encadrent les Houthis. Ils approvisionnent les Houthis en armement, d'où l'importance des aéroports. Mais dans l'ensemble, là où l'Iran aura un problème et là où l'Iran va hésiter, c'est un affrontement réel avec un autre État. Et ça peut exploser si jamais ISIS prend beaucoup d'importance en Irak ou les rebelles en Syrie. Là, l'Iran pourrait se retrouver face à une guerre irano-irakienne ou irano-syrienne. Et là, c'est une autre paire de manches. Merci Raphaël Jérusalemi. Donc, je rappelle que vous êtes ancien officier dans le renseignement de l'armée israélienne. En Méditerranée, plus de 3200 migrants ont encore été secourus pour la seule journée d'hier. Une opération menée principalement par les navires des gardes-côtes italiens, mais aussi par un bateau français. Tous ces migrants ont ensuite été conduits vers les centres d'accueil mis en place en Sicile par l'Italie. David Klezewski. Le ciel est clément en Méditerranée. Une bonne nouvelle pour les trafiquants d'êtres humains. Selon la marine italienne, les passeurs ont profité de cette accalmie météo pour intensifier leurs activités. Et les gardes-côtes constatent déjà la différence. Plus de 4000 migrants ont été secourus en seulement 24 heures, recueillis à bord des navires affrétés par l'Union européenne. La plupart des migrants sont originaires d'Afrique, mais aussi pour beaucoup de réfugiés syriens qui fuient la guerre civile.
Les opérations se sont poursuivies tout au long de la journée, coordonnées par l'Italie. C'est à elle que revient la charge de superviser le programme de surveillance des frontières et de secours, désormais appelé Triton. Un dispositif dénoncé par les associations pour être moins ambitieux que le précédent. Mais au terme d'un sommet extraordinaire, le 23 avril, l'Union européenne a décidé de mettre la main au porte-monnaie. Les budgets alloués aux opérations ont été multipliés par 3. Car la pression migratoire n'en finit pas de s'accroître. Rome estime que 200 000 migrants pourraient arriver sur son sol en 2015, soit 30 000 de plus que l'an dernier. La montagne a-t-elle accouché d'une souris? Certains semblaient déçus. Après le combat du siècle la nuit dernière à Las Vegas, c'est au point, par décision unanime des juges, que l'Américain Floyd Mayweather s'est imposé face au Philippin Pacquiao, championnat du monde des poids welter en boxe. Évidemment, il reste donc invaincu. Et Mayweather devrait bientôt mettre un terme à sa carrière après avoir touché un fabuleux cachet pour ce combat. Réaction tout de suite. Manny est un remarquable boxeur, il est incroyable. Mais je ne peux pas dire que c'est le boxeur le plus dur que j'ai rencontré, je ne peux pas dire que c'est le plus grand puncher, mais je peux dire pourquoi il pèse si lourd dans cette discipline. Je pense que c'était vraiment un combat fantastique. Je trouve que Pacquiao a dominé Mayweather pendant tout le combat. Je pense que c'est du vol. Pour moi, Pacquiao avait 2 rounds d'avance. L'atmosphère était incroyable. Croyez-moi, j'ai assisté à beaucoup de combats à Las Vegas et celui-ci était vraiment incroyable. Mais je m'attendais quand même à quelque chose de plus grandiose de la part de ces 2 monstres de la boxe. On savait ce qui allait se passer. Floyd a très vite pris le contrôle du match. C'est un meilleur boxeur. Pacquiao est rapide, mais il est quand même un ton en dessous. J'ai eu l'impression que Mayweather observait Pacquiao au début du match. Il dansait autour de lui et je me demandais quand au juste il comptait accélérer. Au final, il a joué ce match de manière très tactique. Alors, avec nous, Jean-Philippe Lustig depuis Paris, grand spécialiste de boxe, qui a commenté d'ailleurs ce match sur la chaîne française Ma Chaîne Sport. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Charles. Alors, vous qui en avez vu justement des championnats du monde, est-ce que vous trouvez qu'on a été un petit peu en dessous de ce que cela aurait pu être? Oui, incontestablement. L'attente a été grandiose, colossale, vu les enjeux économiques et sportifs. On a parlé de Fight of the Century, le combat du siècle, c'était indéniable. Malheureusement, il ne l'a pas été. Nous avons été déçus dans l'ensemble. Déçus pour 2 raisons. Pacquiao dans l'incapacité de bousculer Mayweather et de le pousser dans ses derniers retranchements, et un Mayweather toujours finalement un petit peu en dedans, manquant de panache, de générosité, gérant avec maestria, avec sa science du ring, l'espace et la stratégie. Et finalement, ce combat a été donc à son terme. Combat serré. La décision des 3 juges, notamment avec 8 points d'avance, est scandaleuse. Il n'y a pas 8 points d'écart. Même si on pouvait me donner d'ailleurs un point d'avance pour Pacquiao, cela n'aura pas été scandaleux. Dans l'ensemble, Mayweather a été supérieur. Mais c'est vrai, on reste sur notre fin, malheureusement. Alors justement, ce Mayweather, c'est quand même un personnage assez étonnant parce qu'il a un palmarès qui parle pour lui, 0 défaite encore. Mais est-ce que vous le classez parmi les boxeurs de légende? Alors c'est le paradoxe, Jean-Charles, parce que Floyd Mayweather, oui, invaincu, c'était son 48e succès, invaincu depuis 19 ans, champion du monde dans plusieurs catégories, entre les poids super plumes et les poids super welter. Il fait partie des très grands de l'histoire, c'est incontestable. Lui se considère même comme le plus grand, supérieur à Ali, nous n'en sommes pas là. Il lui a manqué dans sa carrière, et encore cette nuit dernière, le combat référence, celui qui nous fait pas regretter de vous être levé quelque part, qui marque à jamais l'histoire de ce sport par son intensité, par son agressivité, par l'émotion qu'il dégage et par le danger qui rôde. Et malheureusement, hier soir, ça n'a pas été le cas. Et on a su lors de la conférence de presse, quelques heures après que Pacquiao avait souffert d'une blessure qui avait été cachée à l'épaule il y a quelques semaines dans de séances d'entraînement, malheureusement pour lui, donc ça l'a handicapé, ne pouvant pousser dans ses extrêmes ce phénomène qui est un extraordinaire homme d'affaires, qui sait parfaitement gérer sa carrière, qui a le sens du business, qui s'auto-promotionne, qui marquera l'histoire par ses gains colossaux, c'est le sportif le mieux payé de l'histoire. En revanche, ses performances sur le ring sont toujours critiquables parce qu'il est toujours en dedans,
bien qu'il soit extraordinairement doué. Alors justement, maintenant, quel avenir pour Pacquiao et Mayweather? Fin de carrière, là, sans doute? Alors oui, bien sûr, ça sent un petit peu la fin de carrière quand Mayweather a 38 ans et Pacquiao 36 dans ces petites catégories de poids et qui surtout depuis 20 ans sont professionnels et ont déjà une multitude de titres et de batailles. Ça sent la fin de carrière. Pour Pacquiao, vous savez, il a plusieurs casquettes. À la fois, c'est un homme politique, il est au Congrès, aux Philippines, c'est une icône dans son pays, il développe beaucoup de business, il est en même temps comédien, chanteur, c'est incroyable. Pour Mayweather, il vient d'annoncer qu'il boxerait encore au mois de septembre. Il l'a annoncé directement à la télé américaine, il l'a confirmé par la suite, puisqu'il avait un contrat qu'il doit respecter avec la chaîne Showtime, qui lui permet de générer ces fortunes-là. Donc il va encore boxer, c'est presque la fin de la route. Le but pour Mayweather, c'est d'égaler ou de battre le record légendaire de Marciano, qui est ce formidable champion du monde des poids lourds, qui s'était retiré en 1956, invaincu après 49 succès. Voilà, mais Mayweather, aussi grand soit-il, n'est pas dans la lignée des Léonard, des Ali, bien que son palmarès plaide pour lui. Eh ben voilà, merci pour cette analyse, en tout cas en direct. Merci Jean-Philippe Lustig, donc je rappelle spécialiste de boxe qui a commenté ce match sur la chaîne française Ma Chaîne Sport la nuit dernière. On reste aux États-Unis avec le maire de Baltimore qui vient d'annoncer il y a quelques instants la levée du couvre-feu dans sa ville. Ce couvre-feu était en vigueur depuis la semaine dernière après les violences liées à la mort d'un jeune noir, Freddie Gray. Vous vous en souvenez, ce jeune homme avait été tué lors d'une interpellation policière musclée, ce qui avait suscité une vague de protestations à travers tous les États-Unis. Une enquête a été ouverte pour homicide à la suite de cette violence. Donc fin du couvre-feu policier ce soir instauré à Baltimore. Et puis on va vous montrer également l'image de la joie des footballeurs de Chelsea, champions d'Angleterre cet après-midi pour la 5e fois. L'équipe de José Mourinho et Roman Abramovich qui a été sacrée donc bien avant la fin du championnat grâce à une avance confortable, plus que confortable même sur Manchester City, plus de 15 points. Victoire tout à l'heure 1-0 sur Crystal Palace, but signé Eden Hazard. Chelsea qui a survolé le championnat d'Angleterre tout au long de la saison. Voilà, vous verrez l'image un petit peu plus tard. On pensait la voir, mais elle n'est pas encore arrivée. On va se retrouver dans un instant. On parlera de la situation au Népal avec un miracle. Aujourd'hui, on a retrouvé parmi les décombres un rescapé âgé de 101 ans. C'est à peine croyable. On vous expliquera comment cela a pu être possible. Restez avec nous. On revient juste après la pause. Émotion et condamnation après la découverte d'une plaque commémorative brisée à Bagneux, près de Paris, celle en souvenir d'Ilan Halimi, le jeune juif enlevé et assassiné par le gang des barbares en 2006. Les Juifs d'Éthiopie ont manifesté leur colère en Israël. Ils s'estiment victimes de racisme de la part de la police. Benjamin Netanyahou recevra une délégation de cette communauté demain. Au Népal, les autorités craignent un bilan définitif bien plus lourd que les 7000 victimes déjà recensées. D'autres miraculés sont également découverts dans les décombres des maisons détruites par la secousse il y a maintenant plus de 8 jours. En Tunisie, divergence de points de vue entre Tunis et Jérusalem. Ce soir, à propos de la menace terroriste qui plane autour du traditionnel pèlerinage de la Griba. Cette semaine, des milliers de Juifs venus d'Israël, notamment, doivent se rendre sur l'île de Djerba pour ce rendez-vous. Et le gouvernement israélien a émis hier une mise en garde en raison d'un risque terroriste avéré, ce qui n'est pas l'avis des autorités locales. Maxime Pérez. Aucune menace d'attentat. Les autorités tunisiennes ont répondu avec fermeté aux mises en garde d'Israël. Samedi soir à Jérusalem, le bureau du Premier ministre appelait ses ressortissants à ne pas se rendre à Tunis. Un communiqué a fait état de menaces élevées et concrètes d'attentats anti-israéliens ou anti-juifs à l'occasion des fêtes du lac Baomer. L'avertissement provient du bureau de lutte antiterroriste qui régulièrement émet des rapports sur de possibles attaques en préparation contre des touristes israéliens. Pour de nombreux juifs venus d'Israël et de France notamment, la fête du lac Baomer est synonyme de pèlerinage sur l'île de Djerba, au sud de la Tunisie. Ce mercredi, plusieurs centaines de visiteurs sont attendus à la synagogue de la Griba, précisément
Ce site avait été le théâtre d'un attentat-suicide le 11 avril 2002. Un acte revendiqué à l'époque par l'organisation Al-Qaïda. Depuis la révolution de janvier 2011, la Tunisie doit faire face à l'essor de mouvements djihadistes responsables de plusieurs attaques, le plus souvent contre l'armée ou les forces de l'ordre. Mais le 18 mars dernier, un attentat avait frappé en plein jour le musée du Bardo à Tunis. L'attaque avait fait 22 morts dont 21 touristes et avait cette fois été revendiquée par le groupe de l'État islamique. Alors en direct avec nous justement l'organisateur de ce pèlerinage depuis la Tunisie, René Trabelsi, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors comment vous jugez la situation, vous qui êtes sur place? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est dangereux d'organiser ce pèlerinage cette semaine, comme semblent le dire les autorités israéliennes? Écoutez, franchement, si vraiment il y avait le moindre danger sur l'organisation de ce pèlerinage, moi-même, j'aurais jamais organisé ce pèlerinage. Nous avons eu l'assurance des autorités tunisiennes et de la sécurité et du ministre de l'Intérieur juste après Pessah. On a eu des rencontres, des rendez-vous de travail. Moi-même, j'ai rencontré le ministre de l'Intérieur et l'état-major de la sécurité tunisienne ici à Djerba, et ils nous ont assuré de leur présence, de la sécurité autour de l'île de Djerba, de pèlerinage, le bon déroulement de pèlerinage. Ils ont même donné l'ordre d'attribuer les visas, que ce soit à travers le bureau tunisien à Ramallah pour les Israéliens qui désiraient venir au pèlerinage, ou bien à l'ambassade de Tunisie à Paris, où il y a eu des dizaines de visas pour les Israéliens délivrés facilement par rapport à d'autres années. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'annulation pour l'instant? Vous n'avez pas l'impression que certains ne veulent plus venir à cause justement de ces risques d'attentats? Non, il y a un groupe de 57 personnes, d'après ce que j'ai vu, qui devait quitter Tel Aviv ce matin, qui a annulé suite à l'annonce de service de bureau de vigilance apparemment antiterroriste. Ils ont annulé leur voyage vers la Tunisie. Mais les autres, maintenant il faut savoir qu'à Djerba aujourd'hui on a une trentaine d'Israéliens qui sont venus depuis, même ceux qui sont venus aujourd'hui, qui sont venus depuis la semaine dernière. La plupart ils ont de la famille ici à Djerba, qui sont là à Djerba actuellement. Et il y a à peu près 200 pèlerins qui sont arrivés depuis vendredi, c'est un jour férié 1er mai, à aujourd'hui. Il y a à peu près 200 pèlerins qui sont aujourd'hui dans l'hôtel à Djerba. Il y a une sécurité, l'hôtel il est exclusivement pèlerin, exclusivement cachère, et il y a une sécurité très importante autour de l'hôtel, autour de la Griba aussi. Il y a eu la visite du ministre de l'Intérieur ce matin, justement. Il a voulu faire cette visite suite à l'annonce d'Israël, et il est venu rassurer la communauté juive, parce que vous avez vu que dans la déclaration on parle des juifs, c'est-à-dire qu'on parle des juifs tunisiens, à part les citoyens israéliens, et il a visité les écoles juives de Djerba, le quartier, ce qu'on appelle Harakbir, un grand quartier juif de Djerba, la synagogue. Il a vu toute la sécurité autour, à l'aéroport aussi. Et on a beaucoup parlé ensemble. J'ai demandé vraiment d'être clair au niveau assurance, parce qu'il y avait dès le moindre menace. Il m'a rassuré que, comme d'habitude, la sécurité est là, où il n'y a aucune menace remarquée sur ce pèlerinage. Il y a une sécurité tout à fait normale et logique, comme ça a été promis. Et même demandé, il m'a dit, si Israël a des informations très concrètes et très précises, il faudrait qu'il prenne contact avec eux, qu'ils nous donnent ces informations, parce qu'elle est très importante. Alors juste un dernier mot sur le climat qui règne en Tunisie, René Trabelsi. Depuis l'attentat du Bardo, du musée du Bardo à Tunis, est-ce que vous avez l'impression que justement l'atmosphère a changé en Tunisie? Écoutez, l'atmosphère a changé, oui. C'est-à-dire que la population a compris que maintenant la Tunisie peut être touchée par des attentats comme n'importe quel autre pays. Mais bon, ce qu'on a remarqué, c'est que la Tunisie ne veut pas céder à cette ambiance d'attentat, à cette ambiance de vouloir le chaos en Tunisie. Les gens, moi je le remarque à travers mes visites, que ce soit à Tunis ou dans les hôtels avec mon métier et un genre de voyage, c'est que les gens ils veulent vivre, ils ont beaucoup souffert, ils ont sacrifié 4 ans pour avoir un système démocratique, ils veulent continuer dans ça.
Et surtout, ce que je pense vous aussi vous avez remarqué, il y a quand même une solidarité internationale. Je vous rappelle que ce pèlerinage, il y a un groupe américain de Congrès américain qui est là, il y a la ministre des Affaires religieuses, une femme d'après ce qu'on m'a dit, qui sera présent le jour de pèlerinage, il y a l'ambassadeur de France, il y a des délégations de l'ambassadeur du Canada, il y a beaucoup de diplomates et beaucoup de hommes politiques qui viennent de France pour être solidaires avec la Tunisie, surtout pour aider à réussir ce pèlerinage qui est très important pour nous, la communauté juive. C'est quelque chose de très important. C'est notre fierté d'organiser ce pèlerinage, de continuer à organiser. Ce n'est pas un pèlerinage qui date depuis 10 ans, c'est un pèlerinage qui vit plus que 100 ans, et que la communauté juive vit avec ça. Et c'est une fête, c'est à Lag BaOmer, c'est une fête religieuse, mais c'est une fête aussi que tout le monde fait la fête, comme un peu partout, comme à Méron, comme en Israël. Et les gens veulent continuer à vivre ici. Merci beaucoup René Travelsi donc pour ce témoignage en direct depuis donc la Tunisie où vous organisez ce pèlerinage qui aura lieu et qui est maintenu cette semaine sur l'île de Djerba. Regardez également ces images en direct devant la mairie de Tel Aviv où manifestent depuis aujourd'hui plusieurs centaines de juifs éthiopiens qui veulent dénoncer les violences policières dont ils se disent victimes. On va y revenir dans un instant avec un reportage complet réalisé tout à l'heure par Léa Berdugo car cette manifestation a démarré cet après-midi bloquant notamment la circulation dans plusieurs artères de Tel Aviv. Visite controversée également ce week-end en Israël et qui est presque passée inaperçue, celle de l'ancien président US Jimmy Carter, dont les prises de position sont jugées hostiles par Israël. Il faut dire que Carter considère que le leader du Hamas, Khaled Meshal, est un homme ouvert à la paix, ce qui n'est pas le cas, dit-il, de Netanyahou. De quoi irriter fortement à Jérusalem. Léa Volbert. Jimmy Carter en visite à Ramallah, en Cisjordanie. L'ancien président des États-Unis a rencontré samedi Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Les deux hommes se sont longuement entretenus. Ils ont évoqué la situation politique dans la région et plus particulièrement la solution à deux États. Je ne pense pas que le Premier ministre Netanyahou souhaite atteindre les mêmes objectifs que tous les présidents et secrétaires d'État américains ont adoptés, à savoir la solution de deux États. Je pense que cela a été assez clair durant sa campagne. Il n'y aura pas de solution à deux États, donc pas d'État palestinien. C'est pourquoi je pense que les nobles efforts de John Kerry ont été infructueux. À ses côtés, Gro Harlem Brundtland, ex-premier ministre norvégienne. D'une même voix, les deux anciens gouvernants appellent à l'organisation d'élections dans les territoires palestiniens. Pour eux, c'est une priorité. Il faut avant tout mettre fin à la division entre la Cisjordanie gouvernée par l'autorité palestinienne et la bande de Gaza aux mains du Hamas depuis 2006. Il y a près d'un an, les deux parties ont signé un accord de réconciliation censé œuvrer dans ce sens, mais le Hamas rechigne à rendre le pouvoir à Gaza. La situation présente, ce qui se passe en ce moment, va de mal en pis. Et ce, depuis plusieurs années. Ça ne peut pas continuer. La situation actuelle l'illustre et de façon dramatique. Quelque chose de nouveau doit être fait par la communauté internationale et par l'ONU. Jimmy Carter et Gro Harlem Brundtland n'ont rencontré aucun dirigeant israélien en cause des désaccords politiques, selon l'ancien président des États-Unis. Pour lui, Khaled Meshal, le chef politique du Hamas, n'est pas un terroriste, mais un fervent partisan du processus de paix. Gro Harlem Brundtland affirme quant à elle que les dirigeants israéliens ne veulent pas entendre des avis qu'ils ne partagent pas. Pendant la campagne des dernières élections législatives israéliennes, Benjamin Netanyahou s'est montré ferme. Il n'envisage pas de solution à deux États. Alors avec nous, Dror Even Sapir, bonsoir, analyste politique sur i24 News. Comment en est-on arrivé à ce que Jimmy Carter compare Meshal du Hamas à un homme de paix et Netanyahou à quelqu'un qui est hostile à la paix? Écoutez, c'est pas la première fois que Jimmy Carter nous surprend par des déclarations qui semblent complètement déconnectées en fait des réalités que l'on vit au jour le jour en Israël.
Vous savez, il est l'auteur d'un livre dont le titre est « Palestine, la paix ou l'apartheid ». Alors bien évidemment, avec ce genre de titre, sans entrer dans les détails du contenu du livre, on ne peut pas se faire beaucoup d'amis en Israël même, et à chacun de ses voyages en Israël, dans le cadre de ce groupe qu'on appelle le groupe des aînés, ou des anciens, composé d'anciens chefs d'État censés œuvrer pour la paix et les droits de l'homme à travers le monde, eh bien à chacun de ces séjours en Israël, Jimmy Carter rencontre peu ou pas de responsables israéliens, pas de rencontre avec Netanyahou ni avec le président Rivlin, alors qu'il en avait été question à un moment. Avec l'ancien président Shimon Peres, il y a eu une rencontre, il y a eu également une visite d'un kibboutz frontalier de la bande de Gaza, dont les membres sont finalement partagent les idées de Jimmy Carter sur les modalités du règlement du conflit israélo-palestinien, mais pas davantage. Donc c'est pas nouveau de la part de Jimmy Carter. Alors, on va maintenant évoquer cette information qui est donnée ce soir par 2 chaînes de télévision israéliennes et qui concerne une visite que John Kerry, donc dont parlait Jimmy Carter tout à l'heure, souhaitait effectuer en Israël et que les Israéliens lui auraient demandé de repousser, c'est ça ? Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment de confirmation, rien d'officiel. Il est probable que la visite de John Kerry ne soit repoussée que de quelques semaines. Vous savez, on est en pleine période d'ébullition politique interne en Israël. On n'a pas encore de gouvernement et d'ailleurs les négociations sur la composition de ce gouvernement sont un petit peu délicates. Mais j'aimerais, si vous me le permettez, Jean-Charles, revenir un petit peu sur la visite de Jimmy Carter, sur ce qu'il a dit à propos notamment de Khaled Meshal. Il faut peut-être insister sur les contradictions en fait de l'ancien président américain, parce que lorsqu'il se rend à Ramallah auprès de Mahmoud Abbas et qu'il dresse les louanges du président de l'autorité palestinienne et qu'il se prononce en faveur d'un processus électoral, eh bien il va contre les intérêts de ce même Mahmoud Abbas qui ne cesse de repousser les échéances électorales parce qu'il sait très bien qu'elles pourraient lui être fatales et être fatales au Fatah, puisque le Hamas justement ne cesse de gagner en popularité en Cisjordanie même. Et maintenant, concernant ce que Carter a dit à propos de Khaled Meshal, le chef du bureau politique du Hamas, en le qualifiant de fervent partisan du processus de paix. Bien évidemment, ça allait vite en besogne. Khaled Meshal n'a jamais renié les modes d'action terroristes de la branche armée du Hamas. Il les a même parfois incités. Maintenant, il est vrai qu'il y a une séparation de plus en plus évidente au sein même du Hamas entre sa branche militaire et sa branche politique. Sur 2 points, sur les modes d'action, et on a appris récemment qu'un attentat de grande envergure avait été planifié par la branche armée du Hamas et par Mohamed Deif au début de l'opération militaire bordure protectrice contre le Hamas dans la bande de Gaza au cours de l'été dernier, contre l'un des kibboutz frontaliers précisément de la bande de Gaza, et que Khaled Meshal avait peur des conséquences politiques d'un attentat d'une aussi grande envergure, et que donc il avait demandé à la branche militaire de renoncer à ce projet. Et depuis, les tensions ont cessé de croître entre la branche militaire et la branche politique. Et puis deuxièmement, il y a au niveau géopolitique là un jeu d'alliance qui divise le Hamas lui-même. La branche militaire est partisan d'un rapprochement avec l'Iran. La branche politique dépend en fait du soutien politique et financier du Qatar et de la Turquie dans une moindre mesure. Le Qatar et la Turquie pousse à des solutions qui pourraient être, par exemple, une trêve sur le long terme avec Israël. Et de ce point de vue-là, oui, Meshal est plus pragmatique que peut l'être Mohamed Deif, le dirigeant de la branche armée du Hamas, dont on a appris récemment qu'il était encore en vie. Merci, Dror Even-Sapir. Le Népal et le bilan de 7000 morts qui devrait être beaucoup plus lourd dans les jours qui viennent selon les autorités. Une centaine d'étrangers sont par exemple encore portés disparus et aujourd'hui le corps de la seule victime israélienne, un jeune homme de 22 ans, a été retrouvé sur les pentes de l'Everest. On était sans nouvelles de lui depuis le séisme. D'autres miraculés continuent en revanche d'être retrouvés. C'est le cas aujourd'hui pour un centenaire qui était coincé à l'intérieur de sa maison depuis plus d'une semaine. David Kazewski. Des passants qui déambulent, des échoppes et des articles en tout genre exposés aux riverains et aux promeneurs. La vie reprend doucement son cours à Katmandou. Les commerçants attendent le retour des clients et tentent de rassurer les acheteurs potentiels. Je viens d'ouvrir ma boutique aujourd'hui. Tout le monde était très effrayé. Beaucoup de répliques sont encore à venir. Mais peu à peu, les choses sont en train de revenir à la normale. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus de raison d'avoir peur. Venez ici, nous avons tous besoin de nous entraider. Mais les masques que les habitants portent autour du cou rappellent que les plaies causées par le séisme sont encore très loin d'être refermées. À chaque jour, son nouveau bilan. Ces dernières 24 heures, la barre des 7000 victimes a été franchie.
Dans les zones reculées, l'aide humanitaire a toujours du mal à être acheminée, selon les Nations Unies qui pointent du doigt le manque d'organisation des autorités. C'est dans l'une de ces zones reculées que le corps sans vie du jeune Israélien Or Asraf a été retrouvé, après de nombreuses recherches et une intense campagne de solidarité sur Internet. De bonnes surprises existent pourtant. Un homme de 101 ans a été extrait hier des décombres au nord-ouest de la capitale. Après 8 jours d'attente, il n'est que légèrement blessé et a été pris en charge par les secours. Alors on va s'arrêter quand même sur le cas exceptionnel donc de ce centenaire, 101 ans exactement, qui a été retrouvé vivant donc aujourd'hui au Népal. Bonsoir docteur Josrien. Bonsoir vous monsieur. Êtes gériatre, donc vous connaissez bien évidemment cette catégorie de la population. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ah écoutez, c'est étonnant. J'ai découvert cette information en regardant votre excellent fil d'infos. Donc c'est comme ça que j'ai découvert cette information. Bien sûr, j'ai été plus qu'étonné, surpris, mais c'est un miracle. C'est exceptionnel. Ça fait partie des choses qui sont de l'ordre de l'exception. Il y a deux exceptions finalement, c'est qu'il ait survécu déjà à l'effondrement de sa maison, mais aussi qu'il ait tenu aussi longtemps, 8 jours. Alors là, il y a des explications. D'abord, il faut savoir que les premières personnes touchées lors des tremblements de terre sont les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les enfants et les personnes âgées. Ainsi, lors du tremblement de Kobe, au Japon, où il y a plus de 7000 morts, 50% des morts immédiatement, c'était des personnes âgées de plus de 70 ans, et 90% dans les mois qui ont suivi. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est étonnant. Alors maintenant, pourquoi a-t-il survécu? Il y a peut-être des raisons. D'abord, peut-être sa constitution, sa morphologie, peut-être c'est un homme sec, qui vivait au grand air, qui n'a peut-être pas d'habitude de mauvaise vie, entre guillemets. Et puis, peut-être que les conditions dans lesquelles s'est produit le tremblement de terre lui ont permis de survivre. C'est-à-dire que, vous savez, en fonction de l'endroit où on se trouve lors du tremblement de terre, il peut y avoir des conditions de survie. S'il était sous un linteau, s'il était sous une table, s'il était donc s'il a été protégé par un environnement extérieur, matériel, déjà c'est une bonne chose. Et puis par ailleurs, peut-être qu'il n'avait pas de traumatisme grave qui font que souvent d'ailleurs, au-delà donc de la catastrophe naturelle, il y a ce qu'on appelle le crush syndrome. C'est quelque chose un syndrome qui a été découvert pendant les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale à Londres, qui fait que, en fonction du traumatisme, on va avoir un certain nombre de fontes musculaires, une rhabdomyolyse, une destruction des muscles, des cellules musculaires, qui font que, lors de la récupération, il y a encore des chocs volémiques, insuffisance rénale. Enfin, c'est assez compliqué, mais d'où l'importance de la récupération, de la désincarcération de ces blessés. Et d'où l'importance de la formation des personnes qui vont faire la désincarcération. Et aujourd'hui, toutes ces équipes qui vont au secours des gens, des personnes dans ces accidents, sont des gens qui sont formés, ce sont des réanimateurs ou bien des infirmiers de bon niveau, qui savent comment désincarcérer et placer de suite des prises, des voies veineuses et un certain nombre de techniques pour permettre à la personne de survivre. Car il n'y a pas que, bien sûr, la survie immédiate. Mais alors, il y a une question aussi qui se pose, c'est qu'il a pu survivre donc peut-être vraisemblablement sans alimentation, sans boire, pendant aussi longtemps. Quand on a 100 ans, on peut être autonome à ce point. C'est étonnant, c'est pour ça que je vous dis, ça tient du miracle. Maintenant, il y a des techniques, par exemple, aujourd'hui, il y a des techniques de prévention qui sont largement connues. Vous avez d'ailleurs une excellente revue qui est distribuée par l'ambassade de France sur les techniques de survie. On peut boire son urine, par exemple. Le fait de boire son urine peut permettre de survivre. En général, ça ne dépasse pas 8 jours. Il y a des exemples comme ça de 8, 9, 10 jours, mais c'est le maximum. Que cette personne de 101 ans ait survécu, ça tient du miracle et c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, mais ce sera un cas d'école quand même. Alors voilà, il faudra l'étudier plus en détail. Merci en tout cas, docteur Josrien, d'être venu nous en parler. Je rappelle que vous êtes gériatre. On vous montrait tout à l'heure ces images en direct devant la mairie de Tel Aviv où les juifs éthiopiens d'Israël manifestent. Manifestation qui a démarré un peu plus tôt dans la journée pour dénoncer le racisme dont ils estiment faire l'objet de la part de la police israélienne après plusieurs scandales récents. Cette communauté, on le rappelle, est présente depuis un peu plus d'une trentaine d'années en Israël et son intégration n'a pas toujours été facile. Reportage Léa Berdugo. La place d'un policier violent est en prison. C'est le slogan le plus scandé lors de cette manifestation à l'entrée de Tel Aviv qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes.
Ce rassemblement a suivi celui qui s'est déroulé à Jérusalem il y a quelques jours. Leur objectif, dénoncer les violences policières à l'encontre des Israéliens d'origine éthiopienne. Nous sommes là pour crier notre douleur qui dure depuis des années, depuis 30 ans. Nous demandons à ce qu'il n'y ait plus de racisme et qu'il y ait l'égalité. Les Israéliens d'origine éthiopienne représentent environ 120 000 personnes. Ils sont arrivés en Israël par plusieurs vagues dans les années 60, 80 et 90. Mais au fil des ans, leur colère et leur frustration a augmenté. Un pic a été atteint jeudi dernier lorsque 14 manifestants ont été blessés par la police lors d'une protestation. Un rassemblement qui s'est tenu après la publication d'une vidéo montrant un soldat juif éthiopien se faire battre par 2 officiers de police. Les autorités démentent toute forme de racisme. C'est une communauté à laquelle nous sommes particulièrement sensibles. Ils ne sont pas venus manifester de manière régulière en coordination avec la police. Mais nous les laissons protester. Nous comprenons et acceptons la sensibilité de la situation. Nous les laissons bloquer les voies de manière contrôlée. Pour certains, Israël revêt même des allures de Baltimore. Je pense que la comparaison est judicieuse, car c'est ce que ressentent les gens et c'est ce qui compte. Si les gens pensent que c'est une répétition du cas de Baltimore, je regarde les informations et je vois les images de Baltimore. Ça me choque et je me dis que ça ne peut pas arriver dans mon pays. Et le lendemain, ça arrive dans mon pays. Gadi est psychologue et anthropologue. Il travaille avec des Éthiopiens depuis une vingtaine d'années. Selon lui, l'éducation doit être la solution pour mettre fin au racisme présent au sein de la police et de la société civile. Et ce problème concerne tous les Israéliens. La société israélienne doit se joindre à eux pour créer le changement. Ce n'est pas pour leur bien, c'est pour notre bien. En marge du rassemblement, des violences ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Au fil de la protestation, les manifestants formant un seul bloc ont paralysé le périphérique. Un blocage symbolique de leur situation qui n'avance pas selon certains. Alors Léa Berdugo, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Justement de cette manifestation, on rappelle d'où est parti ce mouvement de colère. Alors comme on l'a vu brièvement dans le sujet, des manifestations se sont produites à Jérusalem jeudi dernier à la suite de la publication d'une vidéo. Cette vidéo où l'on voit un soldat juif éthiopien se faire battre par 2 officiers de police. Alors 2002 personnes étaient présentes et des échauffourées ont éclaté. Bilan 14 manifestants blessés et une rage et une colère qui n'en finissent pas de croître, car en effet les Éthiopiens se sentent rejetés de la société israélienne. Ils sont souvent cantonnés à des postes relativement bas dans l'échelle sociale et beaucoup ont le sentiment d'être exclus. Alors lors de cette manifestation, on a vu des personnes aujourd'hui qui se revendiquent comme israéliennes avant tout, drapeau sur les épaules, chantant l'hymne national, mais on a également vu des Israéliens d'origine éthiopienne en mal de reconnaissance. Alors selon certains analystes, les autorités israéliennes ont eu une mauvaise approche de l'intégration en essayant de gommer les spécificités des immigrants d'Éthiopie. Alors quelle réponse le gouvernement israélien va-t-il apporter ? Écoutez, Benyamin Netanyahou semble vouloir s'emparer du problème. Cela fait plusieurs jours qu'il essaie de délivrer des messages d'unité. Il a annoncé qu'il allait rencontrer le soldat qui s'est fait battre par les 2 policiers, mais également les représentants de la communauté éthiopienne. Alors il s'est exprimé il y a quelques jours, il a dit condamner fermement les coups assénés aux soldats de la communauté juive éthiopienne et ceux qui les ont donnés seront poursuivi, mais personne ne doit se faire justice lui-même, avait-il averti. Le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, avait également réagi et a déclaré « Nous ne pouvons pas rester impassibles ». Mais pour les membres de l'Union sioniste, le parti d'opposition qui se sont exprimés sur le sujet, eh bien, ce n'est pas assez. Il faut appliquer une politique égalitaire stricte au sein des forces de l'ordre et de la société civile, ce qui n'est pas le cas selon eux aujourd'hui. Merci Léa Berdugo. On va y revenir plus longuement dans un instant, mais encore un mot avec ce voyage ou cette visite plutôt de la chancelière allemande Angela Merkel aujourd'hui dans un site symbolique, le premier camp de concentration construit par les nazis. C'est en Bavière, Dachau, 70 ans après sa libération. Joseph Emmanuel. C'est sous la pluie qu'ils sont venus assister aux commémorations. 70e anniversaire de la libération du camp de Dachau dans le sud de l'Allemagne. Des jeunes, des survivants et la chancelière allemande. Une participation exceptionnelle et peut-être la dernière fois qu'un représentant du gouvernement allemand rencontre dans ce lieu de mémoire des témoins encore en vie. Une participation
pour faire écho à une responsabilité face à l'histoire. Nous, les Allemands, avons une responsabilité particulière, celle d'être attentifs, d'être sensibles et bien informés sur ce que nous avons perpétré sous le nazisme. À une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Munich, Dachau est construit en 1933. C'est le premier camp de concentration du régime nazi. Ils sont plus de 130 survivants et leurs proches à franchir aujourd'hui la porte d'entrée du camp. Une porte en fer forgé avec une inscription devenue célèbre. Le travail rend libre, dans la droite ligne du cynisme du régime nazi. Aujourd'hui, ils se recueillent sur les lieux de leur calvaire. En venant ici aujourd'hui, la chancelière donne de l'espoir à la communauté juive. Elle a un état d'esprit très positif et dit que plus jamais est devenu un principe fondateur de la politique de l'Allemagne. Personnellement, je doute quant au plus jamais car je vois chaque jour des problèmes qui remettent en question ce plus jamais. Les premiers prisonniers internés dans le camp étaient des prisonniers politiques. Dans la cité verdoyante de Bavière, Dachau a servi de modèle d'organisation pour d'autres camps de la mort. Parmi les internés, des noms célèbres comme l'ancien Premier ministre français Léon Blum. Dachau est libéré par les Américains le 29 avril 1945. Ils y découvrent la solution finale. Sur les 206 000 prisonniers venus d'une trentaine de pays, 41 000 furent tués à Dachau. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. La suite, ce sera notamment un retour sur cette colère manifestée de manière importante par les Éthiopiens. À tout de suite. Émotion et condamnation après la découverte d'une plaque commémorative brisée à Bagneux, près de Paris, celle en souvenir d'Ilan Halimi, jeune juif enlevé et assassiné par le gang des barbares. C'était en 2006. Les Juifs d'Éthiopie manifestent leur colère en Israël. Ils s'estiment victimes de racisme de la part de la police. Benjamin Netanyahou va recevoir une délégation de cette communauté demain à Jérusalem. Au Népal, les autorités craignent un bilan définitif bien plus lourd que les 7000 victimes déjà dénombrées. D'autres miraculés sont également découverts encore aujourd'hui dans les décombres de maisons détruites par la secousse. On va donc revenir à présent sur cette manifestation qui d'ailleurs se poursuit toujours actuellement. On vous en a montré les images il y a quelques instants à Tel Aviv, manifestation des Juifs éthiopiens. Ils sont israéliens, ils sont arrivés dans le pays il y a une trentaine d'années, mais ils s'estiment victimes de racisme, notamment de la part de la police. Alors, y a-t-il justement du racisme de la part de la société israélienne envers cette communauté, ou bien est-ce un processus plus compliqué que prévu pour leur intégration? On va parler de tout cela avec vous, Daniel Haïk, bonsoir. Vous êtes analyste politique sur i24 News, et avec Lisa Antebi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse, anthropologue au CNRS, à l'université d'Aix-Marseille, et vous êtes spécialiste justement de ces Juifs d'Éthiopie. Alors justement, avant de parler plus en détail de cette question, Daniel Haïk, on va replacer justement la question. Tout est parti finalement de vidéos montrant des violences policières, mais est-ce qu'il y a un malaise beaucoup plus important de cette communauté aujourd'hui? Il y a un malaise, il est incontestable ce malaise, il existe dans la société éthiopienne, mais je crois qu'il faut essayer de revoir les choses dans le contexte. On peut toujours voir la moitié du verre plein et la moitié du verre vide. Et la moitié du verre plein, c'est que malgré tout, l'État d'Israël a réussi à intégrer, à accepter cette population. Ce sont les Olim, les nouveaux immigrants qui sont arrivés lors de l'opération Moshe en 84, l'opération Salomon en 91, d'autres Olim qui sont arrivés par la suite, leurs enfants qui sont nés ici. Et c'est une communauté qui vient de très loin, qui vient, on va dire, d'un autre âge, qui vient qui a subi un choc culturel, un choc même religieux, un choc, une séparation, un choc familial dans cette communauté au cours des 20-30 dernières années. Et je crois que quelque part, il y a deux manières de voir les choses. Soit on voit tous les problèmes et l'on parle à nouveau de l'État d'Israël comme État raciste, comme on en parle lorsque par exemple un policier israélien attaque un arabe
israélien dans le nord de la Galilée, dans la Galilée. À chaque fois, on a toujours tendance à dire est-ce que l'État d'Israël est un raciste? C'est un peu difficile, comme si on disait la France, est-ce que la France est un pays antisémite? Alors certains ont comparé cela à ce qui se passe aux États-Unis. Alors d'abord, justement, comparons. Mais s'il faut comparer, il faut comparer des choses qui sont comparables. Comparons. D'abord, premièrement, il n'y a pas eu mort d'homme dans le cas précis. Hein, il faut relativiser. C'est vrai que chaque geste violent envers un nouvel immigrant, comme envers n'importe quel Israélien, est à condamner. Mais là, il n'y a pas eu mort d'homme. Et puis quelque part, si on veut comparer justement comment les Noirs ont été intégrés, on va dire, dans la société américaine, les difficultés qu'ils ont rencontrées, le fait que jusqu'à il y a 30 ans, il était inconcevable qu'un président, ou même il y a 10 ans, il était inconcevable qu'un président américain puisse être noir. C'est-à-dire, on vient de très loin avec les Américains. Les Américains ont mené une guerre de sécession interne, une guerre civile entre eux autour de ce sujet. En Israël, cela ne s'est pas produit. En Israël, on a réussi d'une certaine manière à accepter cette population qui vient, comme je le répète, de très loin, qui est une population sioniste, pas dans le sens, on va dire, d'Herzl, mais dans le sens profondément religieux, qui ne voyait pas seulement la terre d'Israël, mais en particulier Jérusalem. On voit les drapeaux israéliens qui sont brandis dans cette manifestation. Alors, Lisa Antebi, justement, est-ce que vous partagez l'analyse de Daniel Haïk? Est-ce que vous diriez que finalement, il faut d'abord saluer la manière dont ils ont été intégrés en Israël, ou est-ce qu'il y a un vrai problème qui n'est pas réglé depuis qu'ils sont arrivés? Alors non, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il y a effectivement des problèmes comme dans toute intégration. Si on regarde sur le long terme l'intégration des Juifs yéménites, par exemple, on les appelait noirs à l'époque, etc. Donc toutes les vagues migratoires ont connu ces phases de racisme. On connaît les panthères noires chez les Marocains aussi, donc qui reprennent aussi souvent les discours des Noirs américains. Mais je pense qu'il y a aussi, il faut parler des réussites, des financements énormes que le gouvernement débloque pour l'intégration des Éthiopiens. Un Olé Hadash éthiopien, donc un nouvel immigrant d'Éthiopie, en général, on investit 7 fois plus que pour n'importe quel autre immigrant juif. Mais effectivement, les jeunes, surtout, se sentent souvent aliénés. Alors, en raison de la couleur de peau, mais aussi parce qu'ils habitent souvent des villes périphériques, parce qu'effectivement, il y a aussi souvent des échecs scolaires. Et encore une fois, je crois qu'il faut se souvenir, je le répète souvent, que leurs parents étaient à 90% analphabètes, souvent paysans, agriculteurs, artisans dans les hauts plateaux éthiopiens, et qu'en une génération, on ne peut pas toujours fermer le fossé, si on veut dire. Je pensais à cela tout à l'heure. Je suis passé dans une synagogue en arrivant ici, dans le quartier de Mevaseret Sion, à Jérusalem, qui est un quartier dans lequel il y a un centre d'intégration qui est depuis maintenant près de 25 ans, le centre d'intégration qui a accueilli des nouveaux immigrants et qui visiblement ces nouveaux immigrants éthiopiens n'ont pas réussi à quitter ce centre d'intégration. Et j'étais dans une synagogue où il y avait une synagogue marocaine, d'origine marocaine, et il y avait des juifs éthiopiens qui priaient ensemble à côté avec des juifs d'origine marocaine. Et je me disais quelque part, tous ces deux communautés ont vécu quasiment le même processus, les mêmes changements culturels, le même choc culturel, peut-être pas avec la même intensité, parce qu'on ne peut pas dire que les communautés juives du Maroc ou d'Algérie ou de Tunisie venaient d'un autre âge comme les Éthiopiens, mais quelque part, je crois qu'on est quelque part un peu pressé en Israël. On veut toujours réussir tout de suite. Non, tout ne peut pas être à 100% merveilleux ici tout de suite. Il peut y avoir des problèmes, il y a des problèmes. Il y a d'ailleurs aussi, parallèlement, il y a aussi des problèmes dans la police. Le policier qui a frappé cet Éthiopien, peut-être le reflet d'une situation de crise aussi au sein de la police. Par exemple, ne serait-ce qu'au cours des derniers mois, des inspecteurs en chef de la police, de l'état-major de la police, 5 ou 6, ont été soit condamnés pour harcèlement, soit soupçonnés d'harcèlement, ils ont dû démissionner. Donc ça veut dire qu'il y a une crise aussi peut-être dans la police. Il y a peut-être une incompétence au niveau des policiers à savoir comment traiter
telle ou telle communauté, parce que ces communautés existent. Il y a des violences envers, je le disais tout à l'heure, envers la communauté arabe israélienne. Il y a des violences aussi envers, par exemple, les habitants des implantations juives lorsqu'il y a des évacuations. Donc la police aussi a sa part de responsabilité. On est dans un contexte extrêmement difficile, et je crois qu'il ne faut pas jeter la pierre à l'État d'Israël en tant que tel. Il faut dire que l'État d'Israël essaye de faire quelque chose, essaye de réaliser, concrétiser cette intégration, mais ce n'est pas facile. Alors, Lisa Antebi, est-ce que ce sont justement les seuls problèmes que rencontrent ces Juifs éthiopiens? C'est des problèmes de violence vis-à-vis de la police? Non, alors il y a toute une série de problèmes, et d'ailleurs cette manifestation me fait penser à la plus grande manifestation jusqu'aujourd'hui qu'il y avait eu en 96, à l'époque de ce qu'on appelait le scandale du sang, où c'était encore une étape dans cette intégration difficile où, juste pour résumer en 2 mots, la banque de sang israélienne a décidé de jeter des dons de sang de juifs éthiopiens en raison du taux très élevé d'hépatite B surtout, et aussi du virus du HIV. Et ils ont décidé dans un comité qui a pris plusieurs semaines qu'il valait mieux prendre le sang. C'était surtout des collectes de dons de sang chez les soldats éthiopiens dans l'armée. Ils ont donc, la banque de sang a décidé qu'il valait mieux prendre le sang de tous les soldats et ensuite jeter celui des soldats éthiopiens, d'origine éthiopienne, au lieu de dire dans l'armée, voilà, tous les soldats éthiopiens, mettez-vous de côté, on ne peut pas prendre votre sang. Ça a été discuté même avec des chefs communautaires de la communauté juive éthiopienne. Mais malheureusement, quand ça s'est su, un journaliste du quotidien Maariv a révélé cette affaire en 1996. La communauté s'est mobilisée et on a vu des pancartes en disant Israël, État apartheid, notre sang est juif même si nous sommes noirs, etc., etc. Donc des slogans qu'on retrouve aussi toutes ces années contre ces sentiments de racisme. Et là, je pense que c'est aussi une autre étape qui fait suite à Je crois qu'il faut faire une distinction entre les générations. Je crois qu'il y a vraiment un conflit de génération, on peut dire, à ce niveau-là. C'est-à-dire les parents qui sont arrivés, qui ont fait cette marche, et certains ont marché pendant plus d'1 millier de kilomètres à pied pour rejoindre le Soudan et après s'envoler vers Israël. Les parents, eux, ont eu de réelles difficultés à s'intégrer parce qu'ils venaient véritablement d'une autre époque. Leurs enfants ont beaucoup plus, on va dire, de facilité, entre guillemets. Et quelque part, l'armée israélienne est un peu, à ce niveau-là, le creuset qui leur permet, qui facilite une forme d'intégration. J'en veux pour preuve, je vais vous donner des exemples vivants. J'ai un fils qui est à l'armée. Lorsque je suis allé à la fin de ses classes, eh bien 3 des 7 soldats méritants de toute son unité, de tout son bataillon, étaient éthiopiens. Je prenais une preuve récente. On a vu la délégation israélienne au Népal. Le médecin-chef de la délégation israélienne au Népal est un médecin éthiopien et le premier médecin éthiopien de l'armée israélienne. Donc, c'est-à-dire, il y a aussi des réussites. Il y a une Miss Israël qui était éthiopienne. Il y a une ambassadrice de l'État d'Israël qui est éthiopienne. Et donc, il y a des réussites. Ce qui veut dire que lorsque l'on veut, on peut. Il faut pouvoir effectivement donner le cadre, le socle à ces jeunes pour essayer de se développer. Mais quelque part, je pense que l'État d'Israël fait ce qu'il peut en la matière, avec toutes les limites dont on a déjà parlé à de multiples reprises, les problèmes de budget, les problèmes de budget, on parle consacrer des budgets aux problèmes sociaux plutôt qu'aux problèmes sécuritaires. Tout cela, c'est un contexte général qui fait que, effectivement, lorsque la colère s'exprime, elle est sincère, elle est réelle, mais que malgré tout, sur le fond, eh bien, il y a quand même des réussites à ce niveau-là. Est-ce que c'est dans la mentalité finalement des Israéliens, peut-être qu'il y a une éducation à revoir là-dessus pour leur permettre de mieux accepter cette communauté? Est-ce que c'est là-dessus que se trouve le problème, si c'est pas au niveau de l'État? Non, je crois que dans la population, en gros, les Éthiopiens sont très bien acceptés. Et évidemment, quand il y a quelques incidents racistes, ça fait tout de suite la une des médias. Donc il y a des actes racistes ici et là, effectivement, et c'est de cela dont on entend parler. Mais comme vous dites, on ne connaît pas toutes les autres histoires où justement les Israéliens accueillent à bras ouverts les Éthiopiens. Moi aussi, j'ai une histoire personnelle dans une école du nord de Tel Aviv où mes enfants
ont étudié, il y a plusieurs Éthiopiens dans la classe. Ils sont toujours inclus dans les anniversaires, les fêtes, on les invite toujours. Et comme les parents n'ont pas de voiture, on va souvent les chercher chez eux pour les emmener à différents endroits. Et bon, c'est ces choses-là dont on ne parle pas, justement. Vous savez, peut-être qu'on a le sentiment que les Éthiopiens ne sont pas mis à la page israélienne, mais quelque part, cette expression de colère, c'est un peu la preuve qu'ils sont en train de devenir israéliens, parce que quelque part, cette communauté était considérée comme une communauté docile, calme, paisible, qui ne fait jamais de bruit ni jamais parler d'elle. Et là, quelque part, le fait qu'ils protestent et qu'ils protestent bruyamment, c'est peut-être aussi la preuve qu'ils sont devenus israéliens. Alors il y a 10 blessés quand même ce soir, bilan des affrontements qu'on a vus tout à l'heure, 5 policiers et 5 manifestants, mais apparemment c'est en train de se disperser plus ou moins dans le calme. Merci en tout cas Lise Antebi d'être venue. Je rappelle que vous êtes donc chercheuse au CNRS à l'université d'Aix-Marseille, spécialisée donc dans la question des Juifs éthiopiens. Merci à vous Daniel Haïk. On va terminer avec ce tour de l'actualité qui nous ramène en Grande-Bretagne. L'attente fébrile pour connaître le nom de la princesse née hier à Londres, la petite fille de William et Kate. Tout cela fait évidemment les gros titres et ça fait presque passer au second plan les élections législatives prévues dans quelques jours au Royaume-Uni. Shahar Peled, Léa Volbert. Nous accueillons avec humilité la naissance du deuxième enfant de leur Altesse royale. Le Royaume-Uni s'est couvert de roses pour célébrer la naissance de la nouvelle princesse, à la grande joie des Britanniques comme des touristes. Je suis vraiment contente pour eux. Je crois que le prince Charles disait qu'il aimerait avoir une petite fille. C'est une fille! J'avoue que je suis au bord des larmes. Je suis très ému car j'aime la famille royale et ce qu'elle fait pour notre pays. Et la nouvelle n'a laissé personne indifférent. Certains médias ont cyniquement annoncé qu'une femme venait de donner naissance à son deuxième enfant. De l'Allemagne à la Chine, tous ont tenu à féliciter la 4e dans l'ordre de succession au trône du Royaume-Uni. Pour les dirigeants des partis politiques, c'est l'occasion de faire une courte trêve dans la campagne électorale et de présenter leurs vœux à la petite sœur du prince George. En tant que père qui a vécu ces moments d'angoisse à la naissance de mes 2 enfants, je sais que c'est stressant, mais ce sera un beau moment pour les parents. Le pays leur envoie tous ses bons vœux. Mais la joie d'Ed Miliband, qui cherche à remporter les élections générales du 7 mai, risque de ne pas durer. La théorie veut en effet que le sentiment général de bien-être qui parcourt la nation soit favorable à l'actuel Premier ministre David Cameron. L'espoir d'un rebond pour le Parti conservateur pourrait bien se réaliser. Mais d'après un sondage britannique, YouGov, la nouvelle arrivante de la famille royale ne devrait que très peu influencer le scrutin. Un vote plus serré que jamais qui pourrait se jouer au coude à coude. Alors, je ne sais pas si le prénom de Chelsea pourrait aller à cette nouvelle princesse, mais en tout cas, Chelsea, c'est le mot du jour aujourd'hui, puisque Chelsea est champion d'Angleterre pour la 5e fois. Vous voyez à l'image la joie de Roman Abramovich, le propriétaire russe du club londonien. José Mourinho et ses joueurs ont fêté ça tout à l'heure après avoir battu Crystal Palace 1-0. Très large avance sur City, le 2e. Et donc Chelsea, qui a survolé toute la saison en Première Ligue, devient donc champion d'Angleterre pour la 5e fois. Voilà, dans un instant, l'invité du Grand Direct, tout autre chose. Vous verrez une histoire étonnante. A tout de suite.